Bonsoir et bienvenue sur la prod. Vos enfants sont-ils toujours en sécurité? Aujourd'hui, nous allons étudier un cas tristement célèbre appelé le réseau pédophile d'Angers. Tout commence début février 2002. Une jeune femme d'âge de 32 ans, Margot, décide d'appeler son avocate pour lui confier que son ex-compagnon, Eric, avait des fantasmes sur les enfants. Elle pense le communiquer à la police, ce que son avocate lui conseille vivement. Elle se confie alors au brigadier Mercier. Elle va lui expliquer qu'au début, elle ne pensait qu'Eric n'éprouvait que des fantasmes pour cela, car au moment de rapports sexuels, Eric expliquait à Margot ce qu'il faisait à des enfants. Toutefois, elle se rendra compte que ce n'est pas seulement des fantasmes de la part d'Eric, mais bien une réalité, car celui-ci, au cours d'un énième ébat, citera le nom de Marine, une petite fille alors âgée de 5 ans, qui se trouve être la petite fille d'un couple d'amis. Revenons en arrière sur le cas d'Eric. Celui-ci, en 1997, fut déjà accusé et condamné à 4 ans de prison ferme par le tribunal de grande instance d'Angers. Il a avoué en effet avoir abusé et violé d'une dizaine d'enfants, dont ses propres enfants et ses nièces. Il devrait donc sortir en 2001. Toutefois, il est dehors en 1999 suite à une libération conditionnelle. Il aura donc effectué un peu moins de 2 mois et demi de prison par enfant. Nous retrouvons le cas de Marine en 1999. Elle a alors 3 ans. C'est une petite fille de maternelle, petite blonde, aux grands yeux bleus, toujours joyeuse. Malheureusement, son caractère inquiète fortement sa maîtresse, car celle-ci se montre, à certains moments de la classe, toujours inexistante, comme si elle était dans la lune. De plus, elle inquiète aussi l'aide maternelle de la classe, car au moment de la sieste, celle-ci montre une grande activité masturbatoire, ce qui est un comportement illogique pour un enfant de cet âge, et de plus, la sieste était un grand moment de nervosité pour la jeune fille. Suite au questionnement des deux adultes, Marine expliquera alors que c'est son père qui lui fait cela afin de l'aider à s'endormir, et que des fois, pour que cela soit plus marrant, il met une cagoule. C'est donc en 1999 que la maîtresse d'école va sonner une première fois l'alarme. Les parents et la jeune Marine sont alors convoqués à la brigade des mineurs. Suite à un examen psychologique, Marine se livrera. Elle explique que ce n'est pas son père, mais bien son grand-père qui a effectué des attouchements sur elle. En quittant la pièce, elle dira en chuchotant « ma sœur aussi ». Les parents alors sont interrogés. La mère, Patricia, s'effondrera alors en disant qu'elle aussi était victime de cela. Finalement, le grand-père sera alors condamné à 6 mois et demi de prison avec sursis pour abus sexuels. Les services sociaux décident alors de mettre les parents et la famille entière sous tutelle. L'institutrice de Marine sonnera une nouvelle fois l'alarme lorsqu'elle s'apercevra d'un comportement assez étrange chez la jeune fille ainsi que chez un jeune voisin. En effet, ils se retrouvaient tous deux sur un tapis et effectuaient des positions sexuelles. Alors que l'aide maternelle et la maîtresse leur demandent pourquoi ils ont fait ça, la jeune Marine répond « On fait ça à la maison, maman est assise sur le canapé, elle rit et prend en photo, on est tout nus ». Les services sociaux décident alors de mettre toute la famille sous enquête et insistent bien sur le caractère incestueux. C'est le brigadier Mercier qui va effectuer une fouille dans l'appartement. Elle décrira alors l'appartement comme étant très sale. De plus, la mère de famille, Patricia, s'est limite jetée sur eux pour leur montrer les albums photos qui ne montre absolument aucune photo des jeunes filles nues et encore moins avec certains adultes que la jeune Marine avait décrit. Malheureusement, les enquêteurs concluront que cela est seulement un stress post-traumatique dû aux abus perpétués par le grand-père. Et l'enquête sera alors malheureusement classée sans suite.
Avant de continuer, je vais vous faire un bref récapitulatif de ce qui s'est passé. Eric, déjà condamné pour pédophilie. Marine, petite fille d'un couple qui a été victime d'abus sexuels prouvés par le grand-père. Malheureusement, cette enquête de pédophilie ne s'arrête pas là. Nous sommes maintenant en 2002. Suite au témoignage de la mère de famille Margot, les parents de la jeune Marine, Patricia et Franck, seront alors arrêtés et entendus. Ils dénonceront directement Eric comme étant celui qui a abusé de leur fille. Eric, quant à lui, niera tout et dira aux enquêteurs qu'il ne signera jamais le procès-verbal. Marine sera alors entendue par le commandant Léo Péo. Elle expliquera qu'elle connaît Eric mais qu'il ne lui a rien fait à part lui mettre un crayon dans la bouche. Malheureusement, aucune enquête psychologique n'a été menée derrière pour savoir ce que voulait dire la jeune Marine et cela aurait peut-être pu avoir un peu plus d'impact et savoir ce que voulait exactement dire la jeune fille. Les policiers attendront alors un peu plus de 3 semaines pour arrêter Eric et ses parents. Pourquoi autant de temps? Une enquête est alors ouverte. Elle débute autour donc de la mère de famille, du père de famille et de ce fameux Eric. Patricia se mettra alors à pleurer en disant qu'elle était battue si elle ne livrait pas sa fille. Elle ira même jusqu'à dire que si elle ne livrait pas non seulement sa fille, mais ses autres enfants et les enfants qu'elle ramène de l'école. Sur ces dires, son avocate s'empresse de lui conseiller vivement de lister tous les noms d'enfants touchés. Une fois le père de famille et la mère de famille mis face à face, Patricia se contentera alors seulement d'affirmer ses aveux. Franck, quant à lui, semble vouloir en dire plus, mais suite à cela, Patricia prendra peur, souhaite et exige que son mari quitte la salle suite à d'autres aveux. C'est finalement par écrit qu'elle se livrera en disant que Franck et Eric la menaçaient de mort si elle ne livrait pas les enfants. Patricia se déballonnera alors à la fin de l'enquête préliminaire. Elle explique que si les enquêteurs veulent en savoir plus, ils devront se rapprocher de Margot car, je cite, « elle aussi, elle l'a fait ». Les parents sont alors écroués. Les services sociaux demandent aux policiers de trouver les enfants cités et d'interpeller les parents concernés. Margot est alors interpellée, ainsi qu'une maîtresse d'Eric appelée Lydia et 2 autres adultes déjà inculpés pour crimes de pédophilie, Philippe et Didier. Philippe va très vite avouer ses crimes, tandis que Didier, lui, ne va strictement rien dire. Par contre, son état d'érémiste, pouvant dépenser jusqu'à 6 000 et 12 000 francs à l'époque dans des bars à hôtesses, les intriguera fortement. Les enquêteurs préparent une nouvelle vague d'arrestations jusqu'à ce que la presse s'en mêle. En effet, le procureur de la République d'Angers décide de donner une conférence sur cette enquête. Il accepte le duplex le soir même de celle-ci. Un duplex, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une interview en direct, tout simplement. Il accepte cette médiatisation alors que l'enquête débute juste en profondeur et condamne le comportement des mères à cette époque. Les policiers découvriront alors que tous les inculpés se connaissent et qu'ils vivent dans le même quartier. Au bout d'un certain temps, les langues se délient et une certaine Nathalie apporte son témoignage. Vous allez le voir maintenant. Elle m'appelait pour venir boire un café. À chaque fois qu'elle appelait, j'étais obligée de les emmener. Et elle me demandait même de trouver d'autres enfants, mais ça je lui dis non quoi. Les petites, elles allaient dans la chambre des filles à Patricia et à Franck. Et nous on restait dans le salon. Donc on buvait l'alcool, le café, ce qu'ils nous proposaient quoi. J'entendais des cris. Arrête, tu te fais mal. Même les enfants disaient à leur père, t'arrêtes, j'ai plus envie de faire ça. Donc j'ai essayé d'aller dans la chambre pour voir ce qui se passait. Et c'est là que je me suis aperçue que Eric, mon ex-mari et d'autres personnes abusaient des enfants. Tous les enfants pleuraient quoi. La plupart de ceux que je connais, ils pleuraient quoi. Et qu'est-ce que faisaient les parents quand les enfants pleuraient? Ben, ils faisaient rien, ils restaient dans le salon, les regardaient pleurer quoi. Moi, ça se passait tous les week-ends, des fois le soir. Mais ça s'arrêtait jamais quoi. Mais c'est vrai que ma petite nièce, elle m'a dit qu'elle ne voulait plus y aller quoi. Mais je dis ouais, mais je dis, moi je suis obligée de t'emmener, je peux pas faire autrement, sinon c'est ta soeur qui prend tout et puis moi aussi. Et ta mère et ton père aussi quoi. Franck m'a menacé, mon ex-mari aussi m'a menacé. J'ai dit on va que tu les emmènes parce que sinon t'es morte quoi.
Une autre inculpée, du nom de Martine, expliquera que les femmes participaient elles aussi aux abus sexuels sur les enfants. Une question d'argent se pose alors, et Patricia est désignée comme étant la trésorière du réseau pédophile. En effet, on parle d'une grosse boîte en fer avec de l'argent, mais aussi des échanges de denrées alimentaires. La plupart des parents fournisseurs d'enfants ne gagnaient pas particulièrement d'argent suite à la prostitution de ceux-ci. Toutefois, en échange de cette prostitution, ils gagnaient des denrées alimentaires ou encore des cigarettes. Tous les adultes de cette enquête sont très pauvres, Franck et Patricia aussi. Toutefois, ceux-ci, contrairement aux autres, gagnaient de 150 € à 300 € par semaine. On commence alors à parler de réseau pédophile. Toutefois, au travers de cette enquête, nous comprenons que des personnes avec beaucoup plus de moyens viennent abuser des enfants. Les enfants victimes ont alors écrit des personnes comme étant cagoulées et déguisées. Dans certains cas, il s'agissait de parents qui ne voulaient pas être reconnus par les enfants, mais d'autres n'ont jamais été identifiés. Les enquêteurs ont alors pensé qu'il y avait des clients beaucoup plus fortunés. Parmi ceux-ci, on découvre un soixantenaire, ainsi que des femmes tatouées, dont une avait la vingtaine, ainsi qu'un homme cagoulé qui venait abuser des enfants chaque semaine avec une voiture de marque très prestigieuse. On a ici identifié une personne maghrébine qui récoltait l'argent, toutefois elle n'a jamais été retrouvée. Les enquêteurs ont parfois pensé trouver les grands membres de ce réseau, comme un journaliste d'un petit quotidien d'Angers ou alors une assistante sociale, mais malheureusement ils n'ont jamais trouvé la tête du réseau. Pour ce qui est de l'assistante sociale, ces deux filles avaient justement été victimes de ce même réseau et elles auraient été impliquées directement par leur père. Ce père qui aura alors expliqué qu'il y a des hommes cagoulés qui venaient violer les enfants. L'assistante sociale ne sera toutefois inculpée lors du procès que de non-dénonciation des faits. Quand le procès a débuté, une instruction a été lancée pour retrouver ces personnes cagoulées et les enfants ont été placés. Les enfants non présents pendant le procès ont été entendus par une psychiatre qui a alors enregistré leurs témoignages afin de les diffuser pendant le procès. Parmi tout cela, nous pourrons retrouver ceci. La première fois que Marie, 4 ans, est venue voir le psychiatre, elle l'a fixé une demi-heure sans lâcher un mot, avant de s'affaler sur la chaise. Brusquement, bras en croix, jambes écartées. Ce que la nourrice traduira alors, elle s'offre à l'homme. Paula, 4 ans, elle ne parle pas mais vomit tous ses repas. Elle a été contrainte à tellement de fellation que tout ce qui lui passe par la bouche est insupportable. Au bout de 2 ans et demi d'enquête et de procédure judiciaire, le procès s'ouvre le 3 mars 2005. Il contiendra 66 personnes accusées d'actes de pédophilie sur 45 enfants. Tous les accusés sont présents. Le procès se tient en huis clos partiel, c'est-à-dire que la presse est présente mais pas le public. D'ailleurs, une salle entière a été construite pour la réalisation de ce procès, tellement il y avait d'accusés. À la mi-avril 2005, les auditions des enfants sont alors présentées aux jurés. Les mères de famille sont alors en pleurs, alors que les hommes, pour la plupart d'entre eux, ne présentent aucun sentiment. Les policiers n'ont pu apporter aucune autre preuve matérielle que le témoignage des enfants, car elles auraient été toutes brûlées, selon Patricia. Aucune trace de coups ni de violence n'a été enregistrée sur les enfants. Tout de suite, je vais vous décrire les peines qu'ont eues les principaux accusés de ce procès. Franck, le père de Marine, a 18 ans de prison. Le grand-père, 15 ans de prison. Il violait son fils lorsqu'il était enfant. Patricia, 16 ans de prison. Eric, 22 ans de prison et échappe de peu à la peine maximale. 3 des 66 accusés sont acquittés et 12 d'entre eux feront appel. C'est comme cela que cette sombre histoire prend fin. La connaissiez-vous? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. En attendant, je vous retrouve très vite dans un prochain JTR.